Imaginez un pays africain qui décide, un matin, de reprendre ses clés. Pas celle d'un palais ou d'un ministère, mais celle d'un parc naturel immense, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une ONG occidentale gérait le lieu, fixait les règles, contrôlait des budgets et décidait des priorités. Puis le gouvernement tchadien a dit « stop ». Trop de mépris, trop d'arrogance, trop peu de respect. Et derrière ce geste, un message simple et fort, l'Afrique n'est pas un décor pour des projets humanitaires. Bienvenue sur Géopulse AZ. Ici, on décortique le monde depuis le sol africain, pas depuis des chancelleries lointaines. Aujourd'hui, direction N'Djamena. Le Tchad vient d'annoncer la fin de son partenariat avec African Parks Network, communément appelé African Parks, une ONG basée à Johannesburg et soutenue par des bailleurs internationaux. L'organisation compte le prince Harry parmi les membres de son conseil d'administration. Ce divorce soulève une question qui dérange. À qui appartient la nature africaine? Dans cet épisode, nous allons montrer comment cette affaire révèle un bras de fer entre souveraineté nationale et tutelle environnementale, entre protection de la faune et contrôle des territoires. Aujourd'hui, nous allons d'abord comprendre ce qui s'est réellement passé au Tchad. Ensuite, nous plongerons au cœur des enjeux cachés derrière cette rupture, là où la souveraineté rencontre la conservation. Enfin, nous verrons quelle voie s'ouvre pour que l'Afrique reprenne la main sur la gestion de ses propres terres. 3 étapes pour comprendre où s'arrête la protection de la nature et où commence la prise de contrôle. Pour comprendre l'événement, il faut remonter à l'histoire récente. En 2010, le Tchad signe avec African Parks un accord de gestion publique-privée pour le parc national de Zakouma. En 2017, l'accord est étendu au Greater Zakouma Ecosystem qui englobe des corridors clés et le parc de Signaka-Minya. En février 2018, un nouvel accord confie à African Parks la création, le financement et la gestion de la réserve naturelle et culturelle de l'Enedi, un paysage unique de grès, d'arcs naturels et de guelta, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2016. Au printemps 2025, le 11 avril, le gouvernement tchadien communique sur un renouvellement de partenariat. Quelques mois plus tard, début octobre 2025, tout bascule. Le 8 octobre 2025, le ministère tchadien de l'Environnement, conduit par Hassan Bakit Djamous, annonce la fin des mandats d'African Parks au Tchad. Le ministre invoque des manquements répétés, un sous-investissement, une lutte anti-braconnage jugée insuffisante et une attitude indélicate et irrespectueuse envers l'État. D'un côté, le gouvernement estime que les engagements n'ont pas été tenus. De l'autre, African Parks répond publiquement qu'elle regrette la décision, qu'elle reste engagée pour la biodiversité et qu'elle souhaite un dialogue pour préserver les acquis au bénéfice des communautés locales. Les positions sont posées. La confiance est rompue. Sur le papier, ce modèle de délégation à une ONG spécialisée semblait gagnant. Dans la pratique, il a révélé des contradictions. Des décisions stratégiques prises loin du terrain. Des communautés riveraines qui disent voir leurs usages traditionnels restreints. Des gardes mieux équipés, mais des tensions accrues autour de l'accès aux ressources. Pour un État, déléguer la gestion d'un parc, c'est déléguer une part du contrôle sur un territoire, sur un récit et sur des revenus potentiels. Et quand le partenaire est perçu comme condescendant, la question cesse d'être technique. Elle devient politique. Si ce décryptage vous aide à regarder l'actualité depuis le sol africain, abonnez-vous à Géopulse AZ et laissez votre point de vue en commentaire. Où placez-vous la ligne rouge entre coopération utile et prise de contrôle dans la gestion des parcs africains? Partagez cette vidéo à quelqu'un que ces sujets concernent, afin que ces questions ne restent pas dans l'ombre. Le cœur du problème ne tient pas seulement à des chiffres. Il tient à une manière de faire. Le modèle African Parks repose sur une idée simple. Confier la gestion d'aires protégées à une organisation qui apporte financement, expertise et méthode. L'ONG recrute, planifie, audite, communique. Elle présente des résultats tangibles. La stabilisation de populations d'éléphants dans certains sites, la professionnalisation des équipes de terrain et un tourisme mieux encadré. Mais cette efficacité affichée s'accompagne d'une contrepartie. Celui qui apporte les fonds et les standards détient aussi la main sur la décision et sur la communication.
L'État propriétaire du sol voit sa souveraineté écologique se transformer en supervision juridique. Les populations locales deviennent des parties prenantes, plutôt que des codécideurs. Au Tchad, la tension a fini par déborder. Les autorités dénoncent une relation déséquilibrée, un ton jugé arrogant, des obligations contractuelles non respectées et des priorités discutables. Côté ONG, la réponse reste mesurée. African Parks écrit qu'elle regrette la fin de la collaboration, qu'elle reste prête à discuter et qu'elle défend une conservation qui bénéficie aux communautés. Deux visions se regardent sans se comprendre. Pour l'État, respecter la loi et la souveraineté n'est pas négociable. Pour l'ONG, la standardisation et la continuité des financements sont les conditions de l'efficacité. Ce désaccord dépasse le cas tchadien. Depuis 2 décennies, un système discret s'est installé. Sur tout le continent, des ONG et fondations ont pris en charge la gestion de parcs et réserves. Elles négocient directement avec les bailleurs, pilotent des programmes, imposent des méthodes. Ce système est né d'une réalité. La plupart des États africains manquent de moyens pour maintenir des parcs immenses, former des rangers et faire face à un braconnage internationalisé. Les ONG ont rempli le vide. Mais à mesure que la délégation s'installait, une dépendance nouvelle est apparue. La conservation est devenue une gouvernance par contrat. Et qui tient le contrat, tient la boussole. Qui contrôle? Qui profite? Qui subit? Voilà l'architecture des enjeux. Le contrôle s'exerce d'abord par l'argent. Les grands bailleurs publics et privés conditionnent leur financement à des standards d'audit, à des indicateurs, à des rapports. Rien d'anormal en soi. Sauf que ces grilles de lecture sont souvent conçues loin du Sahel et des savanes. Elles s'appliquent partout de la même manière et tentent à marginaliser les savoirs locaux. Ensuite, le contrôle s'exerce par la donnée et par le récit. Celui qui collecte, agrège et diffuse des chiffres devient aussi celui qui raconte l'efficacité, donc la légitimité. Pour les bénéficiaires, les promesses sont réelles mais inégales. Des emplois, des formations, des infrastructures. Des conflits aussi, quand l'accès à la pêche, au pâturage ou au bois est restreint sans concertation suffisante. Pour les États, la conservation peut devenir une diplomatie douce. Elle apporte du prestige international et des partenariats techniques. Elle peut aussi se transformer en dépendance, quand le budget national ne suffit pas à reprendre la main. La question climatique ajoute une couche d'asymétrie. Dans un monde où le carbone devient une monnaie, certains financements visent à compenser des émissions de CO2 générées ailleurs. Sur le papier, c'est vertueux. Dans la pratique, cela peut renforcer l'impression d'une écologie sous tutelle, où la nature africaine sert d'effacement à la dette écologique d'autres régions. On entend souvent que tout le monde pollue pareil. Les chiffres racontent une autre histoire. Aujourd'hui, l'Afrique représente environ 3 à 4% des émissions mondiales de CO2, avec le niveau par habitant le plus bas des régions continentales. En émissions annuelles, l'Asie arrive très largement devant, suivie par l'Amérique du Nord, puis l'Europe. L'Afrique vient ensuite devant l'Amérique du Sud et l'Océanie. En responsabilité historique, l'écart est encore plus net. L'Europe et l'Amérique du Nord concentrent la plus grande part des émissions cumulées depuis 1750, tandis que l'Afrique reste marginale à l'échelle mondiale. Autrement dit, le continent subit déjà les effets du dérèglement climatique sans en être le principal responsable. Lorsque nous parlons d'émissions, nous parlons bien d'émissions de CO2. Derrière les budgets, il y a aussi une bataille culturelle. La conservation importée voit la nature comme un espace à mettre sous cloche. La tradition africaine, dans de nombreuses régions, voit la nature comme un espace à habiter et à transmettre. Gestion communautaire des forêts, totems protecteurs, règles saisonnières, rites d'accès. Ces formes d'écologie intégrée ne figurent pas toujours dans les tableurs, mais elles ont permis à des écosystèmes entiers de survivre sans perfusion financière extérieure. La souveraineté écologique commence par la reconnaissance de ces savoirs, comme base d'une modernité africaine. Avant de passer au scénario, dites-nous en commentaire quel modèle vous paraît réaliste pour les 10 prochaines années. Partenariats internationaux sous contrôle africain. Fonds africains de la nature. Gestion communautaire renforcée.
Votre retour nous aide à affiner les prochains épisodes. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour suivre les enquêtes à venir. Premier scénario, le plus probable. La continuité prudente. Les États africains maintiennent des partenariats avec des ONG internationales, mais renforcent le contrôle politique et juridique. Les accords incluent des clauses claires sur l'alignement aux lois nationales, sur la transparence financière et sur la codécision avec les communautés. Ce scénario demande de la rigueur, une diplomatie ferme et une vision claire de l'intérêt national. Il suppose aussi de créer des capacités administratives locales pour piloter et auditer. Deuxième scénario, le plus risqué. La rupture généralisée. Si plusieurs pays imitent le Tchad, sans alternative solide, un vide institutionnel peut fragiliser des écosystèmes déjà sous pression. La faune pâtit du braconnage, les moyens de terrain s'effondrent et la défiance grandit. La souveraineté devient alors une réaction, pas une stratégie. Ce scénario est à éviter, car il confond indépendance et isolement. Troisième scénario, le plus ambitieux. La refondation africaine de la conservation. Les États, la recherche, les acteurs communautaires et le secteur privé africain mutualisent leurs forces. Un fonds africain de la nature finance des modèles endogènes. Les parcs s'appuient sur des universités et des écoles de terrain, sur des technologies sobres et adaptées, sur des coopérations sud-sud. La priorité devient la dignité sociale et écologique, pas l'affichage. Protéger la nature redevient un acte de puissance, non de dépendance. L'affaire tchadienne n'est pas un accident administratif. C'est un signal. Elle dit que la souveraineté ne se limite pas aux frontières politiques. Elle inclut la maîtrise des territoires naturels, des données et des récits. Le Tchad a choisi de rappeler une évidence: aucune organisation étrangère ne peut agir au-dessus de la loi tchadienne. Cette phrase vaut pour tout le continent. La coopération est utile quand elle renforce l'autonomie, pas quand elle la remplace. Wangari Maathai, pionnière de la reforestation au Kenya, l'a exprimé avec clarté. Je cite, « On ne peut pas protéger l'environnement si l'on ne donne pas aux gens le pouvoir de protéger leur vie. » Fin de citation. C'est une boussole pour l'Afrique d'aujourd'hui. Conjuguer tradition et modernité. Allier science et savoirs locaux. Construire des institutions solides et respectées. Dites autrement, redevenir auteur de son destin écologique. Alors, la prochaine fois qu'une grande fondation, une ONG internationale ou un partenaire bilatéral s'installera sur une terre africaine au nom de la nature, la vraie question à poser sera peut-être celle-ci. Protège-t-elle le continent? Ou se protège-t-elle en lui? L'Afrique ne refuse pas la coopération. Elle réclame la cohérence. Elle ne rejette pas la protection. Elle revendique la liberté de se protéger elle-même. Si cette analyse vous a éclairé, abonnez-vous à Géopulse AZ, partagez la vidéo et laissez un commentaire. Selon vous, quelle est la première réforme concrète que votre pays devrait adopter pour protéger la nature tout en affirmant sa souveraineté? Vos réponses nourrissent un récit africain autonome, lucide et utile. Parce que comprendre le monde, c'est aussi comprendre comment on nous le montre.